Alors bonjour à tous, excusez-moi pour ces petits soucis techniques, qui ont retardé un petit peu le lancement du webinaire. Merci aux personnes, présentes qui se sont connectées, à cette rencontre santé, donc qui s'inscrit dans une continuité d'actions, qui, ont lieu tout au long du mois de juin, donc organisées par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Toute une série de webinaires autour de la thématique santé-environnement. Voilà, donc le webinaire d'aujourd'hui est le troisième d'une série de 4. Donc le premier a eu lieu tout début juin sur la qualité de l'air intérieur. Le second a eu lieu autour de la cuisine et les polluants voilà, que l'on peut retrouver au travers de notre alimentation ou des contenants utilisés. Et le troisième, celui d'aujourd'hui, le dernier aura lieu le 29 juin autour de la chambre de bébé. Voilà. L'objectif donc de ces différents webinaires est de faire voilà, le point sur les polluants présents dans notre environnement. Quels sont-ils? Comment les limiter? Comment voilà, les supprimer? Euh, donc, l'objectif de cet atelier, donc de ce webinaire d'une durée d'une heure, donc vous êtes peu nombreux, donc voilà, je pense que ça va peut-être être un peu moins long. C'est vraiment vous repartiez avec voilà, des alternatives, des astuces au quotidien. La plateforme Zoom donc, qu'on utilise vous permet via le chat de voilà, poser toutes vos questions. Mais aussi via des sondages que je vous ferai passer, de pouvoir participer et essayer voilà, d'interagir avec les propos d'aujourd'hui. Je ne me suis pas présentée, donc moi je suis Laure Pressouire, je suis conseillère médicale en environnement intérieur, pardon, à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Très rapidement, pour resituer un peu le contexte, donc la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté représente au niveau de la région le mouvement mutualiste, donc la Fédération nationale de la mutualité française, qui est une fédération voilà, de mutuelles. Ses missions, c'est d'améliorer l'accès aux soins en contribuant aux politiques régionales de santé publique et en participant aux débats de société, mais c'est aussi de concevoir et mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé pour tous, selon les orientations stratégiques régionales et les besoins de territoire. Donc, au travers de cette dernière mission, la mutualité française donc, est le premier acteur privé de prévention. Voilà, on développe 800, on propose 800 actions à peu près par an auprès de plus de 10 000, plus de 12 000 pardon, bénéficiaires sur voilà, différentes thématiques de santé publique que vous retrouvez à l'écran, donc activité physique adaptée, l'alimentation, le bucco-dentaire, la thématique des aidants, le maintien de l'autonomie, le bien-être et la santé mentale et la santé environnementale, dans lequel s'inscrit justement ces séries de webinaires qui ont lieu au mois de juin. Alors, concernant du coup la thématique d'aujourd'hui, donc pour faire un petit rappel sur la thématique santé-environnement dans laquelle s'inscrit cette action, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donné une définition de ce qu'est la santé environnementale. Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle va concerner aussi toutes les politiques et les pratiques de gestion et de résorption de ces facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles, donc les personnes directement exposées, mais aussi les générations futures. Donc au travers voilà, la thématique d'aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur les facteurs, on va dire, chimiques de notre environnement, plus particulièrement présents dans notre salle de bain au travers des produits qu'on utilise. Et donc, pour se questionner sur quelles sont les voies d'exposition de ces produits de notre quotidien, on a à la fois la voie respiratoire, donc des produits qui peuvent être inhalés, on a la voie cutanée, donc voilà, au contact de la peau, mais également la voie digestive. Donc ça, c'est de manière globale les polluants que l'on retrouve dans notre environnement. Et on va le voir que les produits qu'on utilise dans notre salle de bain peuvent être concernés par ces 3 voies d'exposition. Alors,
Déjà, qu'est-ce qu'un cosmétique? Voilà, pour repartir de la base, de se questionner sur les produits que l'on peut mettre dans cette catégorie. Je vous invite, au travers du chat, d'indiquer justement les, les chiffres qui correspondent selon vous aux produits cosmétiques. Si vous avez accès à la conversation, n'hésitez pas. Donc, est-ce que selon vous, voilà, le gel douche, le rouge à lèvres, la crème solaire, le déodorant, la coloration capillaire, les parfums, les dentifrices, parmi tous ces produits-là, lesquels font partie des cosmétiques? Alors, je vous laisse un petit peu de temps. Alors, je ne vous vois pas correspondre dans le chat. J'espère que vous avez accès quand même. Comme on a pris du retard, du coup, je vais passer à je vais vous afficher donc la réponse. L'ensemble de ces produits affichés sont considérés comme des cosmétiques. Donc, c'est une liste quand même non exhaustive de tout ce qu'on peut utiliser et de tout ce qu'on peut avoir dans notre salle de bain. La crème solaire est un produit peut-être un peu moins évident à classer dans les cosmétiques, mais elle fait partie de cette catégorie-là, au travers justement de la définition d'un cosmétique. Donc la définition d'un cosmétique, d'après le Code de la santé publique, il s'agit de toute substance ou mélange qui est destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain. Donc c'est l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres, les organes génitaux externes, voire même les dents, les muqueuses buccales. L'objectif, c'est principalement ou exclusivement de les nettoyer, d'en modifier l'aspect, de les parfumer, de protéger, et de corriger éventuellement, voilà, d'atténuer les odeurs et de corriger les odeurs corporelles et de maintenir en bon état. Donc voilà la fonction d'un cosmétique. Donc on s'aperçoit effectivement que c'est très large et que au final, l'ensemble des produits qu'on utilise dans notre salle de bain font partie de cette catégorie-là. Les hommes, les femmes, les enfants, voilà, toute catégorie de la population est concernée. C'est pas uniquement, voilà, l'usage de ces produits-là n'est pas exclusivement réservé aux femmes. Les hommes en utilisent aussi sans forcément que ce soit identifié comme un cosmétique, mais voilà, ça l'est. Alors, il peut y avoir une différence assez fine, une frontière assez fine entre la catégorie cosmétique et médicaments, selon les produits. Par exemple, certains dentifrices qui ont un taux de fluor bien particulier peuvent être classés dans les cosmétiques ou même les médicaments. On se questionne souvent sur le lieu de vente d'un cosmétique, que ce soit une parfumerie, une parapharmacie, une pharmacie ou une grande surface. Le lieu de vente correspond uniquement au choix du fabricant. C'est une question, voilà, d'orientation, voilà, de choix de positionnement et non pas de technique ou de science qui est derrière. Donc, c'est pas un critère forcément, le lieu de vente n'est pas forcément un critère de qualité. Ce qui est important à avoir en tête, c'est la composition du produit qui, lui, qui, elle, pardon, est gage de la qualité du cosmétique. Alors, selon vous, les cosmétiques, alors, selon cette affirmation, est-ce que les cosmétiques passent la barrière cutanée? Alors là, j'ai un sondage pour justement vous faire participer peut-être plus facilement que par le chat. Donc, je lance le sondage. Je vous laisse répondre selon voilà, votre réponse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, je vous partage les résultats. Donc, effectivement, vous êtes 100% d'accord sur le fait que les cosmétiques franchissent la barrière cutanée, contrairement à effectivement ce que l'on pourrait penser. La vigilance que l'on doit avoir justement par rapport à cette caractéristique-là, c'est notamment sur l'usage sur les peaux irritées ou lésées.
voilà, par diverses activités, hein, par le rasage, par l'épilation, par un coup de soleil, c'est une peau qui est lésée. Un érythème fessier chez un bébé, un enfant, voilà, une peau qui est irritée aussi, une piqûre d'insecte aussi. Et donc, lorsque la peau est effectivement un peu, on va dire, abîmée sur ces zones-là, les substances retrouvées dans nos cosmétiques, donc ça peut être voilà, de l'aluminium ou des parabènes, par exemple, ils vont pénétrer davantage cette barrière cutanée. Donc voilà, c'est vraiment selon aussi l'usage et la zone où on va appliquer le produit, l'état de la peau à ce niveau-là, auquel il faut être attentif. Donc quels sont les risques? Quels risques peuvent présenter nos cosmétiques pour la santé? Alors justement, selon les ingrédients, donc certains risques vont être en lien avec des ingrédients propres, mais aussi par rapport à un usage. Donc pour faire un détail en fait des risques liés à certaines substances, on peut retrouver des risques allergisants, des risques irritants, des risques de perturbations endocriniennes, donc je reviendrai dessus plus précisément, et puis un risque aussi de cancérigène. Pour vous donner des exemples qui illustrent justement ces différents risques-là, sur la catégorie allergisant, on peut retrouver par exemple le benzylalcool qui en fait est utilisé pour diverses propriétés dans les cosmétiques, soit en tant que conservateur, soit pour contrôler la viscosité, donc la texture du produit, pour parfumer également. C'est un agent qui est sensibilisant. Donc, il peut être à l'origine d'allergies, de réactions cutanées, comme des dermatites, comme des eczémas, chez de nombreuses personnes. Et ces allergies peuvent aussi se développer à force d'être exposées à l'ingrédient. Ils peuvent être à la fois d'origine synthétique ou naturelle. Donc un produit naturel n'est pas forcément sans risque parce que du coup, on peut retrouver voilà, des substances allergisantes. Ensuite, on va retrouver des agents qui peuvent être donc irritants. Donc là, c'est par exemple le plus connu, c'est le sodium lauryl sulfate qui est utilisé notamment dans les gels douche comme agent moussant ou comme agent nettoyant, voilà, ou pour agent nettoyant, donc c'est un tensioactif, ou alors pour émulsionner, donc pour rendre le produit plus stable en termes de texture et de visuel. Il est classé par le règlement REACH irritant au niveau oculaire, irritant respiratoire et irritant cutané. Donc pour des personnes très sensibles, voilà, le contact avec cette substance peut provoquer des réactions. Ensuite, on a d'autres substances qui sont dites perturbateurs endocriniens. Donc, un perturbateur endocrinien, c'est quoi? C'est une substance qui va mimer une hormone qui va être libérée par différents organes au niveau de notre organisme pour voilà, réguler différentes fonctions, que ce soit la croissance, les fonctions reproductives, la régulation de la glycémie via le pancréas, par exemple. Voilà, toutes ces glandes endocrines vont libérer des hormones, des messagers chimiques qui vont agir au niveau de notre organisme pour réguler telle ou telle fonction. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances à la fois naturelles, qui peuvent être naturelles, hein, ou synthétiques, que l'on retrouve dans notre quotidien et donc plus particulièrement qu'on peut retrouver dans les cosmétiques, qui vont en fait prendre la place des hormones au niveau de notre organisme. Donc potentiellement qui vont déclencher une réponse qui n'aurait pas lieu, ou alors bloquer une action qui devrait avoir lieu. Et donc ces substances-là, en fait, voilà, peuvent avoir ces fonctions perturbations endocriniennes. Et donc, pour revenir à certains ingrédients notamment, un exemple parmi d'autres, dans les colorations capillaires, on peut retrouver une molécule qu'on appelle le résorcinol, qui va être utilisé comme colorant donc dans nos colorations capillaires, et qui est reconnu comme ayant une caractéristique perturbateur endocrinien. Il n'est pas interdit pour autant, parce que il va être considéré comme sûr au regard des concentrations utilisées, mais quand on sait que les perturbateurs endocriniens agissent à dose très très faible, voilà, c'est important de l'avoir en tête aussi parce qu'à certains moments de vie, le contact avec ces substances peut avoir des répercussions au niveau de la santé des générations futures. Et puis,
D'autres substances donc, qui peuvent être classées cancérigènes, c'est notamment le dioxyde de titane, qu'on va retrouver notamment au niveau du dentifrice ou de certaines crèmes solaires, qui a comme fonction d'être, comme propriété d'être un agent, enfin un colorant blanc, voilà, qui va avoir comme propriété d'absorber les UV ou d'être filtre UV. Il est susceptible de provoquer, enfin voilà, le cancer par inhalation. Donc ça, ce sont des dangers propres à chaque ingrédient. Ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que le risque va dépendre d'autres facteurs, c'est-à-dire, il peut dépendre notamment de la période d'exposition, pendant une grossesse, donc voilà, chez la femme enceinte, l'impact sur le fœtus ou sur l'enfant en devenir. Pendant la période pendant la petite enfance, voilà, l'exposition à ces substances-là aussi peut avoir d'autres répercussions. Donc là, c'est en lien avec ce qu'on appelle la période des 1000 jours. La voie d'exposition, si c'est inhalé, cutané, la fréquence aussi d'utilisation, si on l'utilise 1 fois par an ou 3 fois par an, l'impact ne sera pas le même que si on l'utilise au quotidien. Le risque va aussi dépendre de la surface d'exposition. Si on applique un produit sur une surface grande au niveau de la peau, du coup, le risque sera augmenté. Par exemple, chez un enfant, chez un bébé, la zone du siège est une zone quand même assez importante. Suivant les produits qu'on utilise, suivant si la peau peut être voilà, un peu lésée par un érythème fessier, par exemple, du coup, ces substances vont avoir un impact un peu plus fort. Donc voilà, il y a aussi ces risques-là à prendre en compte. Ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est qu'il faut toujours peser la balance bénéfice-risque. Un exemple, la crème solaire. C'est un produit voilà, dont on a pu parler là rapidement. Suivant les substances utilisées, peut avoir un impact sur notre santé. Retenez que le rôle premier d'une crème solaire, c'est de protéger la peau des rayonnements UV et voilà, de rayonnements solaires. Donc le bénéfice va peut-être passer au-dessus du risque, sachant que c'est un produit qu'on utilise voilà, à certains moments de l'année. Toujours est-il qu'il peut être intéressant de choisir une crème solaire labellisée, par exemple. On y reviendra par la suite. Alors souvent, on peut se questionner aussi sur la qualité, sur le prix d'un produit ou sa marque. De se dire, bon, la marque est un gage de qualité ou le prix est un gage de qualité. Pas nécessairement. Un produit marqué, vous payez ce qui va être inclus dans le prix. C'est aussi tout le marketing qu'il y a autour, toute la communication qui est faite autour de ce produit, le packaging aussi. Tout ça fait partie de la conception d'un produit et est répercuté sur le prix. Donc, ce qui est plutôt intéressant à rechercher quand on cherche un produit dit de qualité d'un point de vue santé, c'est plutôt de se pencher sur les étiquettes. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce produit et de se fier au label qui permet de nous apporter une réponse tout de suite, une solution tout de suite, sans avoir à prendre le temps éventuellement de décrypter les étiquettes, de savoir à quoi correspond tel produit. Les labels peuvent être intéressants et le font à notre place. Alors, un autre sondage, pour justement se questionner sur nos usages. Alors là, c'est une question destinée voilà, peut-être plus aux femmes. Donc, je vais vous lancer le sondage. Selon vous, combien de cosmétiques une Française utilise-t-elle par jour en moyenne? Est-ce 6 produits, 10 produits, 16 produits? Je vous laisse du coup répondre au niveau de ce sondage. Alors, je vous partage les résultats. Donc, voilà, 50% d'entre vous part sur 10 produits et 50% restant sur 16 produits. Alors, la réponse, effectivement, c'est 16 produits. Pour faire un focus sur voilà, d'autres catégories de la population, les femmes enceintes vont aller jusqu'à utiliser 18 produits par jour en moyenne. Les enfants, les bébés nourrissons, donc on va leur appliquer, utiliser 6 produits en moyenne par jour et les hommes en utilisent quand même 8 par jour aussi.
Par curiosité, je vous invite à regarder chez vous, justement dans vos placards, au niveau de votre salle de bain, à compter le nombre de produits que vous utilisez au quotidien pour justement se rendre compte voilà, du nombre de produits qu'on peut consommer à ce niveau-là. Et peut-être, voilà, j'amène progressivement une solution voilà, en termes de réflexion autour de ce sujet-là, de se questionner sur l'utilité de tous les produits qu'on a et qu'on s'applique au quotidien. On peut parfois, voilà, être surpris du nombre. Alors, donc voilà, à la question de comment limiter ces produits, déjà de se poser cette question: en ai-je besoin? Quelle est ma fréquence d'utilisation de ces produits? Et puis peut-être de commencer par faire un tri. Et comment faire un tri? Bah, déjà, on peut se regarder la date de péremption d'un produit. Donc elle est indiquée en fait via, le symbole que vous avez à l'écran. Donc le pot ouvert avec, le chiffre et la lettre M qui correspond en fait au mois. Donc là, un emballage ou un produit qui aura ce symbole-là sur l'emballage indique que le produit peut être consommé 12 mois après ouverture. Donc souvent, on ouvre un produit et voilà, on ne sait plus trop si c'est un produit qu'on n'utilise pas au quotidien. Bon, bah, il va rester un petit moment dans nos placards. On ne se souvient pas forcément la date à laquelle on l'a ouverte et le risque. Alors, il semblerait que donc ça, c'est une durée d'utilisation maximale qui est conseillée et par une directive européenne donc, qui réglemente justement ce symbole-là, qui est considéré sans dommage pour le consommateur. Mais il faut savoir que passé ce laps de temps, le produit peut s'altérer d'un point de vue couleur, d'un point de vue odeur, d'un point de vue texture, mais aussi, et là le risque il est peut-être plus présent à ce niveau-là, d'un point de vue microbiologique. C'est-à-dire que les conservateurs utilisés peuvent voilà, se détériorer au fil du temps et le risque c'est qu'il y ait une contamination microbiologique à l'intérieur du produit. Voilà, donc une astuce, à l'ouverture d'un produit, c'est peut-être d'inscrire la date à laquelle l'emballage ou le produit a été ouvert. Ça peut être intéressant sur les crèmes solaires aussi, parce qu'on ne les utilise pas forcément, voilà, tous les jours non plus. Hem Et il est même conseillé de la changer tous les ans, de renouveler en fait, le produit, la crème solaire, tous les ans d'un point de vue efficacité. Hem, c'est intéressant aussi sur cette durée de conservation, quand on achète un produit, de se questionner sur, bah, du coup, l'usage qu'on va en faire et peut-être d'adapter le format du produit à acheter. Un produit où on sait, d'emblée qu'on va pas l'utiliser, régulièrement, bah, peut-être prendre un format plus petit, pour éviter déjà d'avoir à jeter la moitié du produit qui ne sera pas utilisé, et peut-être du coup d'utiliser, de chercher une durée de conservation qui sera moins longue. Hem, voilà, pour limiter aussi les conservateurs ou d'autres ingrédients utilisés. Alors là, je vous repose une autre question sur, par exemple, le type de produit qui serait, pour lequel, voilà, une attention un petit peu plus particulière. Est-ce sur le gel douche? Est-ce sur la crème de jour? Est-ce sur un fard à paupières à paillettes? La précision est importante. Hem, mais selon vous, voilà, quel serait le cosmétique pour lequel on devrait avoir plus d'attention, devrait porter plus d'attention? Alors, vous avez répondu, je vous partage les résultats. Donc 50 d'entre vous pensent que c'est sur la crème de jour, pardon, et 50 restants sur le fard à paupières à paillettes. Alors, la réponse est sur la crème de jour. Pour quelle raison? Eh ben, tout simplement par rapport à l'usage qu'on en fait. Un gel douche, c'est un produit qui va être utilisé, on va dire, quotidiennement, donc tous les jours. Donc on pourrait se dire, il y a un risque parce qu'il y a une exposition fréquente, sauf que c'est un produit qui est rincé. Donc dès lors qu'il est rincé, le risque est minimisé. Le fard à paupières à paillettes, c'est un produit, c'est en ça que voilà, la précision était importante. C'est un produit effectivement qui ne se rince pas.
à l'inverse du gel douche. Donc, on pourrait se dire c'est un produit qui reste au contact de la peau sur une durée plus ou moins longue, sauf que son usage reste assez occasionnel. Voilà, si on l'associe à un événement festif, on va l'utiliser qu'à certains moments de l'année. La crème de jour, par contre, elle va avoir un usage quotidien, donc tous les jours, et il est non rincé. Donc là, l'exposition est importante de par le contact, la durée de contact au niveau de la peau. Autre élément au niveau, par exemple, des allégations qu'on peut retrouver au niveau des produits cosmétiques, justement, donc sur la mention testé dermatologiquement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un gage de qualité? Sur la mention hypoallergénique aussi, sur les mentions anti-rides, anti-âge, anti-chute de cheveux, etc., ou à base de. Il faut savoir que, par exemple, la mention testée dermatologiquement n'est pas un gage de qualité, tout simplement parce que cette mention signifie que des tests ont été réalisés sous contrôle d'un dermatologue sur un panel de volontaires et que les signes cliniques observés vont être notés. Donc, par exemple, érythème, sécheresse, etc. Donc, ces mentions-là, ces signes cliniques vont définir des critères d'acceptabilité et de tolérance du produit, mais aussi de son efficacité. Les ingrédients utilisés n'entrent pas dans cette catégorie-là. Donc, les ingrédients qui sont susceptibles d'avoir un effet sur la santé en termes d'irritants, d'allergisants, de perturbateurs endocriniens ou de risques ou cancérigènes n'entrent pas en fait dans cette mention testée dermatologiquement. Là, c'est juste les effets observés au niveau de la peau. Donc, ce n'est pas une allégation qui est gage de qualité d'un point de vue santé. Hypoallergénique, c'est pareil. À base de ce qui est souvent mis en avant par les fabricants, c'est peut-être une infime quantité de produits voilà, pour valoriser peut-être le côté naturel, le côté efficacité. Mais la quantité de produits et généralement arrive en fin de liste d'ingrédients, donc ce n'est pas ce qui fait le produit dans sa globalité. Voilà. Donc souvent, ça peut être, on peut se faire avoir en tant que consommateur en recherchant voilà, des produits à base de. Donc les allégations ne doivent pas être un critère de choix, il faut toujours privilégier la liste des ingrédients, la composition vraiment du produit, et les labels peuvent être justement une aide à ce choix. Donc voilà, comme on l'a vu et comme vous avez pu voilà, le comprendre au fil des slides, on recommande d'être attentif aux produits qu'on utilise s'ils vont être appliqués sur une peau qui est voilà, lésée, qui est irritée. Si on va l'appliquer sur une grande surface au niveau du corps, suivant son usage aussi, si c'est une application qui est quotidienne, on va réfléchir voilà, peut-être à des produits plus sains. Et puis, suivant si le produit se rince ou non, on va aussi peut-être chercher voilà, des produits moins à risque. Donc en fait, l'idée, c'est de hiérarchiser selon l'usage, selon le type de produit. Un exemple, un déodorant, donc pour le coup, qui va s'appliquer, qui va répondre voilà, à trois de ces critères-là. On va l'appliquer quotidiennement. C'est un produit qui ne se rince pas, donc il va être porté sur nous toute la journée et il peut potentiellement être appliqué sur une peau lésée qui vient d'être rasée ou épilée. Le risque là, c'est que tout au long de la journée, les molécules vont potentiellement passer la barrière cutanée. Et donc la surface d'application au niveau du corps, donc là par exemple pour un produit destiné aux bébés ou principalement aux bébés, sur l'entretien, voilà, sur le nettoyage du siège, d'être attentif. La zone est assez grande pour voilà, proportionnellement par rapport au bébé. Et donc potentiellement ça peut aussi répondre à ces quatre-là. Si c'est un produit, une lotion, voilà, une eau micellaire par exemple qui ne va pas être rincée, qui va être appliqué quotidiennement voilà, pour nettoyer le siège du bébé sur une grande surface et potentiellement sur une peau lésée si l'enfant a un érythème fessier.
Alors, une autre question sur la liste des ingrédients. Donc, selon vous, est-ce que la liste des ingrédients est présente, est obligatoirement présente sur tous les cosmétiques? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, l'avis est mitigé, donc je vous partage les résultats. 50% disent vrai, 50% disent faux. Alors, c'est vrai, il y a la liste des ingrédients sur tous les cosmétiques, c'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle la liste INCI, INCI, donc pour International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, donc c'est en anglais, tous les ingrédients qui sont généralement affichés par ordre décroissant, donc la substance utilisée en plus grande quantité jusqu'à l'ingrédient qui est moins dosé. Seuls les ingrédients qui sont dosés à moins de 1% peuvent être inscrits dans un ordre différent. Donc en ça, si voilà, le fabricant, je ne sais pas moi, utilise une substance voilà, qui va être, qui sera valorisant d'un point de vue naturel, d'un point de vue qui sera attractif pour le consommateur, qui peut être très peu dosé, voilà, parce que c'est un produit qui est suffisamment efficace en quantité assez fine, ou parce qu'il y a un coût pour le fabricant et du coup la quantité va être moindre. Là, il n'est pas obligé de le mettre en dernière position, il peut le mettre, si ça fait partie des 1% restants, il peut le mettre en première position, même s'il arrive en dernier. Voilà. Et la liste des ingrédients qui composent un parfum n'est pas obligatoirement affichée. Quand vous voyez sur un produit la mention parfum, généralement, vous pouvez avoir une centaine d'autres ingrédients qui composent le parfum qui ne sont pas affichés. D'un point de vue, là, c'est dans un souci de secret industriel pour ne pas voilà, dévoiler le parfum, la conception du parfum qui est réalisée par l'industriel. Par contre, ce que l'industriel a l'obligation d'afficher, c'est si des substances qui composent le parfum font partie des 26 allergènes à déclaration obligatoire, là, ils seront obligatoirement mentionnés. Mais voilà, pas nécessairement. En tout cas, retenez que moins il y a d'ingrédients, moins il y a de risques d'avoir des substances problématiques. Donc, l'intérêt de choisir des listes courtes d'ingrédients, c'est aussi pour minimiser voilà, le risque d'exposition. Alors, autre question concernant les labels. Alors, il existe des labels qui interdisent certains ingrédients. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous parlais des labels jusqu'à présent, voilà, pour aider en fait au choix de produits pour lesquels le risque est minimisé. Est-ce que voilà, certains labels interdisent certains ingrédients? Alors, je vous partage les résultats. Donc, 50% pensent vrai, 50% pensent faux. Alors, c'est vrai, certains labels, il existe des labels qui vont donc interdire certains ingrédients. Donc ça, justement, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'un produit labellisé est risque zéro. Voilà. Dans les produits labellisés, vous pouvez quand même retrouver des substances qui peuvent identifier un risque, voilà, qui sont le nombre d'ingrédients va être limité, mais vous pouvez quand même retrouver des substances potentiellement à risque. Donc c'est en ça aussi que c'est intéressant de se dire que la quantité de produits utilisés est aussi un paramètre à prendre en compte. Toujours être vigilant aux quantités qu'on utilise. Alors, si je vous passe la slide d'après, voilà les labels fiables au niveau des produits cosmétiques qui sont intéressants.
On n'en a pas énormément au final, donc c'est souvent ceux qui reviennent le plus. Donc en tout cas, ce ne sont pas des logos, ce sont des labels fiables avec un cahier des charges bien défini qu'on peut retrouver pour la plupart en grande surface, de plus en plus maintenant. Pour d'autres, avec un cahier des charges un peu plus strict, on va les retrouver peut-être plus facilement dans des magasins spécialisés. Mais en tout cas, voilà, ils sont intéressants parce qu'ils vont limiter certains ingrédients à risque. Et donc, ils peuvent nous aider à orienter nos choix. Alors, si on prend un exemple d'un produit, donc là, vous avez un déodorant format spray. Voilà, est-ce que vous achèteriez ce produit, donc ce déodorant? Vous avez la mention fleur de lotus, donc voilà, quelque chose d'assez assez naturel, 0% alcool. Voilà, donc on peut se dire que c'est relativement sain. La fleur de lotus, voilà, est visuellement mis en avant. Donc ça, ce sont des arguments marketing, hein. Quand on s'intéresse à la liste d'ingrédients, alors on peut voilà, déjà s'apercevoir très rapidement, quand on fait le décompte, que vous avez 27 ingrédients dans ce produit-là. Et là, vous avez des ingrédients bleus, des ingrédients verts, des ingrédients rouges. Alors, les ingrédients qui sont bleus sont classés dans la catégorie perturbateurs endocriniens. En tout cas identifiés voilà, par différents organismes, PE ou suspectés de l'être. Les substances qui sont rouges sont des substances allergisantes. Donc là, on voit ce qui est en rouge, vous avez la notion parfum. Et donc, les parfums qui arrivent à la fin de la liste, ce sont justement le citral, le citronellol, le coumarin, le limonène, le linalol, par exemple, sont des ingrédients qui font partie du parfum et qui font partie de la liste des 26 allergènes à déclaration obligatoire. Donc, c'est en ça qu'ils apparaissent sur la liste d'ingrédients et ils sont potentiellement irritants. Voilà, donc là, vous en avez 10 parmi les 26 à déclaration obligatoire pour voilà, un seul déodorant, peut-être avec un seul parfum, on va dire. Bon, bah, une seule odeur. Cette odeur, ce parfum est travaillé et donc vous retrouvez différentes substances qui vont formuler ce parfum. Le deuxième ingrédient en vert, donc c'est potassium alum. Donc ça, c'est les sels d'aluminium. Donc c'est un agent minéral qui peut être à la fois naturel ou de synthèse, et donc qui a pour propriété de bloquer la transpiration. Donc il va resserrer les pores de la peau pour limiter justement cet effet transpirant. L'aluminium, il a un effet neurotoxique. Et certaines études ont mis en avant que des études d'absorption cutanée, donc fournies par les industriels, par les industries cosmétiques, ont mis en évidence le niveau d'absorption d'aluminium sur une peau normale et sur une peau lésée. Il s'avère que le taux d'absorption de cette substance sur une peau normale est de 0,5%. Sur une peau lésée, le taux est multiplié par 9 parce qu'il passe à 18%. Donc, c'est en ça aussi qu'il faut voilà, avoir en tête qu'une peau qui est irritée, suivant le produit qu'on utilise, bah voilà, l'absorption de ces substances est facilitée. Donc, sur les cosmétiques, comment choisir? Bah, privilégier, on l'a dit, des listes d'ingrédients courtes, des ingrédients potentiellement naturels et des cosmétiques qui sont labellisés, qui vont du coup faire un peu le boulot de recherche, voilà, de réflexion au niveau de la liste d'ingrédients à notre place, à la place du consommateur et qui permet de s'orienter vers des produits plus sains. Une liste courte, c'est moins d'ingrédients, donc c'est moins de risques d'exposition à des substances. Sur le côté naturel, attention toutefois aux huiles essentielles. Attention au format du produit, donc un format spray, vous allez avoir 2 expositions, à la fois cutanée et à la fois
respiratoire. Le format spray, voilà, nous expose aussi par inhalation. Et puis, un cosmétique dit antibactérien n'est pas forcément utile, sauf avis médical, mais le risque, c'est qu'il va participer à une résistance bactérienne. Alors, une autre question, donc toujours pardon, voilà, sur l'usage de nos produits et par quoi on pourrait effectivement les remplacer. Selon vous, quel produit pourrait être remplacé par une huile végétale? Est-ce sur un produit qui a pour vocation de démaquiller, pour une crème hydratante ou un masque pour les cheveux? Donc je vous laisse répondre à cette question. Alors, j'ai pas toutes les réponses. Voilà, je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Donc, 50% d'entre vous pensent que la crème hydratante pourrait être remplacée par une huile végétale. Enfin, que oui, c'est ça, et que l'huile végétale pourrait aussi être appliquée pour, à la place d'un masque pour cheveux. Alors, la réponse, effectivement, pour les 3 produits. Hem Une huile végétale peut être hydratante parce qu'en fait, ce qu'on appelle la mention, hydratant, c'est que ça va former un film lipidique au niveau de la peau et donc ça va diminuer l'évaporation de l'eau transdermique. Voilà, ça ajoute pas de l'eau, mais ça bloque, enfin ça limite l'évaporation de l'eau. Donc c'est en ça qu'un produit peut être hydratant et une huile végétale, elle a cette propriété-là. Ça peut être aussi nourrissant. Par exemple, l'huile d'avocat, l'huile de cartame peuvent aussi avoir cette fonction nourrissante et si par exemple, l'huile de coco, qu'on peut, voilà, utiliser au niveau des cheveux ou l'huile de tournesol, par exemple, au niveau, pour, démaquillant, ces 2 huiles-là vont avoir aussi, une propriété hydratante, mais aussi nourrissante. Donc elles sont intéressantes. L'huile d'olive, attention, elle, va diminuer l'intégrité de la couche cornée, et donc potentiellement augmenter, l'évaporation de l'eau. Donc en l'huile d'olive, c'est pas cette fonction d'être hydratante. De par son action, elle peut au contraire, favoriser une fuite d'eau. Donc en fait, là, ça vous montre que pour nos cosmétiques, il n'est pas forcément, hem utile d'avoir des produits qui ont une formulation très, très poussée. Souvent, des produits très simples peuvent répondre à ce qu'on voilà, aux besoins que l'on identifie. Hem, donc voilà, choisir des produits simples, peuvent être intéressants. Alors, sur le côté naturel, donc je vous ai déjà donné quelques arguments sur cette question-là, sur cette affirmation. Selon vous, tous les produits naturels sont sans danger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc là, vous êtes tous d'accord. Selon vous, donc c'est faux. Hem, alors effectivement, c'est c'est pas, voilà, il faut faire attention au côté naturel. Naturel ne veut pas dire sans danger. Les parfums sont souvent allergisants et voilà, sont formulés avec des substances dites naturelles qu'on trouve naturellement, dans l'environnement, mais quelle que soit, voilà, leur origine, ils peuvent être irritants. Donc le risque santé, il est là quand même. Les huiles essentielles aussi, qui sont naturelles, ne doivent s'utiliser qu'avec le conseil d'un professionnel parce que c'est des substances justement qui peuvent être, à risque, hem, notamment chez certaines catégories de personnes, notamment chez les femmes enceintes, chez les enfants. Elles sont à éviter, à limiter, parce qu'elles peuvent être allergisantes, voire même neurotoxiques. Alors, si on suit un peu, voilà, la logique de ce qu'on a pu, avancer jusqu'à présent, quel type de déodorant faudrait-il privilégier? Est-ce en format spray ou en format stick? Alors, je vous partage les résultats. Donc voilà, vous avez tous, la bonne,
la bonne réponse. Donc, c'est effectivement le format stick va être à privilégier parce que du coup, il y aura beaucoup moins l'exposition par inhalation. Euh, il existe un autre format aussi de déodorant, hein, les déodorants dits solides qui se développent de plus en plus peuvent aussi être intéressants. Toujours voilà, être attentif, être vigilant à la composition tout de même. Mais voilà, ce format-là en stick est à privilégier. Et sur d'autres conseils aussi, les produits voilà, déodorants que l'on pourrait rechercher, ça va être différent en fait d'un antitranspirant ou d'un antibactérien. Un antitranspirant, là, ça va bloquer un processus naturel. Donc, par exemple, avec l'usage des sels d'aluminium qui vont resserrer les pores de la peau, donc pour bloquer une fuite d'eau qui se fait naturellement par sudation. Le corps a besoin d'évaporer de l'eau. Donc, un déodorant qui ne fait que déodorant, voilà, il sera sans doute beaucoup plus sain. Une efficacité limitée à 24 heures suffit. Voilà, plus l'efficacité sera longue, plus vous aurez des agents à l'intérieur qui resteront au contact de la peau. Être attentif, voilà, si la peau vient d'être lésée ou irritée par voilà, un rasage ou une épilation. Et puis, voilà, privilégier le format stick ou solide. Un dernier point sur une solution hydroalcoolique, alors voilà, qu'on utilise peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais qu'on a fortement utilisé et qui voilà, peut faire encore partie de nos habitudes. Une solution hydroalcoolique, elle a comme propriété d'être fongicide, donc d'éliminer les moisissures, les champignons, d'être virucide, donc contre les virus, et bactéricide contre les bactéries. Il n'a pas de propriété nettoyante. Il ne doit pas être utilisé pour nettoyer les mains. Donc voilà, toujours privilégier l'eau et le savon qui vont nettoyer et qui du coup vont être rincés. Le savon va être éliminé, donc ne va pas rester au contact de la peau. Si on n'a pas d'accès à l'eau et qu'il y a ce besoin-là de se désinfecter, on va dire, les mains, là, il peut être intéressant, mais pas en systématique. Privilégiez toujours un sur vous plutôt que d'utiliser ceux qui sont en boutique pour lesquels vous n'aurez pas de retour sur sa composition, voilà, s'il est parfumé, s'il est coloré, si vous avez différents conservateurs comme du triclosan par exemple ou du phénoxyéthanol. Là, vous aurez davantage de substances au contact de votre peau, donc de privilégier une composition qui est simple et pour connaître cette composition, privilégiez votre produit que vous gardez dans votre sac. Et puis pour les enfants, vraiment minimiser l'usage de la solution hydroalcoolique, sauf si vraiment on n'a aucun moyen de laver les mains à l'eau et au savon. Mais voilà, sachant que la peau des enfants est potentiellement immature par rapport à un adulte, les substances peuvent migrer plus facilement quand même. En résumé, toujours se demander si on a vraiment besoin d'utiliser tel ou tel produit. De choisir des produits en fonction de son usage, de sa fréquence d'usage, donc si c'est du quotidien, si c'est voilà, beaucoup moins souvent, de la surface corporelle d'application, si l'usage est ou non dédié à être sur une peau abîmée, et puis si le produit va être rincé ou non. Voilà. Et de toujours privilégier une liste d'ingrédients courte et potentiellement labellisée, donc avec des écolabels reconnus, qui voilà, permettent de minimiser les substances à risque, identifiées à risque à ce jour. Alors, je regarde l'heure en même temps. On a commencé en retard, il est 15h05. Donc, j'ai voilà, rattrapé mon retard. Vous trouverez sur cette slide donc différents sites qui peuvent voilà, vous intéresser pour aller plus loin. Et puis, avant que vous ne partiez, si vous n'avez pas de questions voilà, affichées dans le chat, je vous diffuse un lien vers un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre là, voilà, dans la foulée, comme ça, vous n'avez pas à y revenir plus tard dessus. Ça vous prend voilà, 5 minutes, même pas, pour avoir votre avis, votre retour sur cette intervention. N'hésitez pas, pardon, si vous avez des questions dans le chat en même temps. Donc voilà, je reste encore un petit peu disponible.
Et puis pour la suite, vous aurez donc un autre webinaire le 29 juin prochain sur la chambre de bébé. Justement. Donc là, je vois la question de Sonia sur le liniment et voilà l'usage de l'huile d'olive. Donc, c'est un sujet qui sera abordé plus longuement lors du webinaire du 29 juin. Mais pour déjà répondre un petit peu, vous donner quelques éléments de réponse. Retenez que le liniment, comme il ne se rince pas, est à privilégier de manière occasionnelle, pas forcément en systématique. Suivant les liniments, on peut avoir différentes compositions. Un liniment de base contient 2 ingrédients, de l'eau de chaux, de l'huile d'olive. On a pu voir que l'huile d'olive avait voilà, un risque aussi de fuite d'eau préférentielle par rapport à une autre huile végétale. L'eau de chaux peut être agressive aussi. Donc, si le produit est fait maison, généralement, il n'a que ces 2 ingrédients-là. Quand il déphase, il y a un risque que l'eau de chaux se retrouve en première, tout en haut du produit. S'il n'est pas homogénéisé avant utilisation, l'eau de chaux va être directement au contact de la peau du bébé. Et là, il y a un risque très fort. Si la peau du bébé est lésée par un érythème fessier, par exemple, ça va entretenir l'érythème fessier. Donc, toujours être vigilant à bien homogénéiser le produit s'il est fait maison. Et s'il est issu du commerce, toujours chercher soit un produit qui est labellisé, et d'être attentif à une liste d'ingrédients la plus courte possible parce que les liniments industriels, vous aurez des colorants, vous aurez des parfums, vous aurez des agents pour maintenir l'émulsion, qui éviter que ça déphase, vous aurez des conservateurs. Voilà, donc plus une liste d'ingrédients longue, plus des substances potentiellement au contact de la peau. Donc retenez que voilà, le liniment est un produit à utiliser occasionnellement. Par exemple, voilà, en déplacement pour enlever les selles au niveau des fesses du bébé qui s'enlèvent plus facilement avec un corps gras que uniquement de l'eau et du savon ou que uniquement de l'eau. Donc, c'est pas forcément en systématique. Voilà. Si j'ai répondu à votre interrogation, et puis je vous le dis, voilà, le prochain webinaire dédié à la chambre de bébé, de manière globale, hein, donc c'est vraiment l'univers du bébé. Cette question-là sera abordée aussi lors du webinaire du 29 juin qui aura lieu de 14h30 à 15h30. Voilà, pour lequel normalement, si vous avez eu accès à ce webinaire-là, vous avez eu le lien aussi d'inscription. Voilà, donc si c'est tout bon pour vous, si vous avez pu répondre au questionnaire, je vous en remercie. Je vous remercie pour votre participation aux questions du sondage. Et puis, je vous dis à bientôt. Bon après-midi à vous.